Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est parti. Non mais j'allais oublier de vous donner le nom du tueur. Non mais... Là je crois qu'on assiste à l'intro la plus éclatée de toute l'histoire de ma chaîne YouTube. Bref, aujourd'hui on parle de Luis Alfredo Garavito. C'est un tueur en série colombien et c'est l'un des plus prolifiques du monde. Il a avoué le meurtre de 147 jeunes garçons, mais en fait on soupçonne qu'il y en aurait certainement aux alentours de 300. Luis Alfredo Garavito Cubillos naît le 25 janvier 1957 à Génova, dans la province de Quindío en Colombie, et c'est l'aîné de 7 autres garçons. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne grandit pas dans un environnement sain. En effet, sa mère se prostitue et son père, Manuel Antonio Garavito, est un alcoolique notoire. D'ailleurs, il est très connu pour abuser de ses enfants et les frapper à tour de rôle. Son père l'oblige à surveiller sa mère lorsqu'elle est avec des clients et ces mêmes clients abusent également sexuellement de lui. Sa mère est au courant, mais comme elle est complètement droguée, elle laisse faire les clients. Garavito traîne souvent dehors et il commence petit à petit à vivre dans la rue afin d'échapper à son quotidien lorsqu'il rentre chez lui. Et lorsqu'il a 8 ans, il rencontre un homme qui est assez proche de la famille. Cet homme est accessoirement un pédophile, donc il propose à Garavito un endroit pour dormir et un bon repas. Comme le petit garçon est affamé, il accepte, sauf qu'au lieu d'avoir un bon repas et un endroit pour dormir, l'homme l'amène dans une maison abandonnée et l'agresse sexuellement. Quelques années plus tard, Garavito trouve un gang qui va lui permettre d'échapper à sa famille et à ce pédophile, et donc il va pouvoir commencer petit à petit à vivre par lui-même. Au sein de ce gang, il vole de la nourriture afin de se nourrir, mais aussi des voitures qu'il vendra contre de l'argent dans des ateliers de découpage. Vous l'aurez certainement compris, Garavito n'a pas vraiment été à l'école et j'ai pu lire qu'à l'âge de 16 ans, il n'avait fait que 5 années scolaires. Comme il a accumulé un petit peu d'argent, il parcourt la Colombie, puis il travaille comme commis de magasin et ensuite comme vendeur de rue, il vend des petites figures religieuses et des cartes de prière. Pendant son voyage, il rencontre une femme qui s'appelle Teresa. On ne sait pas vraiment s'il tombe amoureux d'elle. Ce qu'on sait, c'est que cette dernière tombe enceinte et lorsqu'il apprend ça, il décide de la quitter. En 1991, il ordonne à des membres de son gang d'aller tuer l'homme qui avait abusé sexuellement de lui, ce qu'ils font. Et ce n'est que l'année suivante qu'il passe à l'acte en s'en prenant à des enfants, comme s'il cherchait à tuer une certaine partie de lui-même, une certaine partie de cet enfant qui a été maltraité et violé. Et il ne choisit pas ses victimes au hasard. Les enfants qu'il choisit sont des enfants sans abri, des paysans ou bien des orphelins qui ont entre 6 et 16 ans. Pour les attirer, rien de plus facile, et c'est là où le cliché du pédophile rentre en compte, il leur promet des bonbons, des choses à manger, des cadeaux ou encore des petits boulots. Et pour que les enfants ne se méfient pas de lui et viennent à lui plus facilement, parfois il se déguise en prêtre, en agriculteur ou encore en vendeur ambulant. Ça, c'est le côté un petit peu joyeux de ces déguisements parce que des fois, ils se déguisent avec des déguisements plus sombres comme des vendeurs de drogue ou des sans-abri. Enfin bref, il s'adapte à chaque type d'enfant qu'il veut attirer dans ses filets. Une fois que l'enfant accepte de le suivre, Garavito le fait marcher très longtemps afin de le fatiguer car il se dit qu'un enfant fatigué sera certainement plus facile à tuer. Une fois l'enfant vulnérable, il lui attache les mains, lui enlève ses vêtements, le torture, le viole, puis le décapite. Et parmi les actes de torture qu'il pratique, il y en a plusieurs qu'il affectionne plus particulièrement, comme poignarder l'enfant dans les fesses, lui insérer des objets tranchants dans l'anus ou encore lui couper les testicules et les lui mettre dans la bouche. Il lui arrive aussi parfois de mordre ses victimes jusqu'au sang. Garavito ne laisse pas les corps des enfants comme ça sans vie dans la rue, il les enterre ensuite et lorsqu'il les enterre, il place aussi à côté les bouteilles de lubrifiant qu'il a utilisées, mais aussi des bouteilles d'alcool. Et durant de nombreuses années, les disparitions et meurtres de ces enfants passent inaperçus. Alors ça peut s'expliquer par deux choses. La première, c'est que ces enfants viennent très souvent de la rue. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a la guerre civile dans le pays, donc il y a d'autres choses à s'occuper que la disparition des enfants des rues. Et c'est malheureux dit comme ça. Et c'est à force de retrouver des fosses un petit peu partout que les enquêteurs se disent qu'il y a peut-être quelque chose qui tourne pas rond. D'ailleurs, c'est après la découverte de 36 corps à côté de Pereira qu'une enquête nationale est ouverte.
Les enquêteurs pensent très vite qu'il s'agit d'un tueur en série, mais ils ont quand même plusieurs pistes. La première piste, c'est qu'il s'agit de rituels de magie noire. La deuxième piste, peut-être un trafic d'organes. Et la troisième, pourquoi pas un pédophile. En février 1998, près de Genova, la police met la main sur 2 corps sans vie, 2 corps qui sont nus, et le lendemain, ils trouvent un 3e corps. Les 3 enfants ont les mains liées, leur nuque est sévèrement coupée et ils ont d'importantes traces d'échymose sur les organes génitaux, le dos, les jambes ainsi que les fesses. Les agents de police trouvent également une note avec une adresse écrite à la main. Donc ils se rendent à cette adresse et il s'agit du domicile de la petite amie de Garavito. Cependant, lorsqu'ils se rendent sur place, Garavito n'est pas là et elle leur révélera que ça fait des mois qu'elle ne l'a pas vu. Avant qu'ils ne repartent, elle leur donne le sac de Garavito, ainsi que des photos de jeunes garçons, des factures, mais aussi des journaux détaillés des meurtres. Heureusement pour eux, sur l'une des factures, il y a une nouvelle adresse, donc ils se rendent à cette nouvelle adresse, mais comme pour la première fois, lorsqu'ils arrivent à l'endroit, il n'est pas là. Cependant, les policiers vont quand même mettre la main très vite sur Garavito, puisqu'il va être trahi par un sans-abri. En effet, le sans-abri a entendu des appels à l'aide d'un adolescent. Il s'est précipité pour voir ce qu'il se passait. Il a vu donc Garavito qui essayait d'agresser et ou de tuer l'adolescent. Et donc pour pouvoir aider l'adolescent, il a jeté des pierres au visage à Garavito. Garavito est arrêté dans la province de Villavicencio le jeudi 22 avril 1999. L'adolescent raconte tout à la police et identifie même son bourreau. Cependant, Garavito ne donne pas son vrai nom, il s'identifie comme étant Bonifacio Moreira Liscano. En juin 1999, la CTI, composée de 9 départements, identifie Garavito comme étant le tueur en série qui sévit dans la région et il l'identifie sous le terme de la Bestia. La CTI, c'est le Cuerpo Técnico de Investigación, en gros, c'est une équipe d'investigation. Oui, bon, en même temps, investigation, c'est le même mot, quoi. Enfin, on avait compris au bout d'un moment. Et ce n'est que le 28 octobre 1999 qu'une enquête sérieuse est ouverte sur Garavito. Ces interrogatoires durent environ 20 heures, ce qui est beaucoup quand même, c'est très long. Au bout d'un moment, il avoue le meurtre de plusieurs enfants. Et concernant les preuves, les enquêteurs ont des preuves très solides. En effet, Garavito souffrait d'un problème oculaire très rare, et quand je dis très rare, c'est parce que ce problème oculaire n'atteint que les hommes d'un certain groupe d'âge donné. Ce qui signifie que ces lunettes ont été spécialement conçues pour lui, et comme elles ont été retrouvées dans une fosse près d'un corps, les enquêteurs savent qu'il s'agit du tueur. En plus de ça, je vous ai dit qu'il laissait des bouteilles d'alcool ainsi que des bouteilles de lubrifiant à côté des corps, mais on a aussi retrouvé ses sous-vêtements et ses chaussures. Pour attester de sa présence sur les lieux du crime et de ses actes, rien de plus facile, on récupère l'ADN trouvé sur les bouteilles d'alcool, les sous-vêtements, etc. On le compare avec l'ADN récupéré sur ses sous-vêtements et son oreiller en prison, et devinez quoi? Ça match. Devant toutes les preuves que les policiers avaient récoltées, Garavito se met à compter le nombre de victimes et à pointer sur une carte où se trouvent les corps des enfants que les policiers n'ont pas retrouvés. Et vraiment, il s'est vraiment mis à compter comme ça, 1, 2, 3, 4, etc. Et en fait, il s'arrêtait pas. Et c'est là où les policiers ont dû se dire, mais on a affaire à un malade. Le 13 décembre 1999, Garavito est reconnu coupable pour le meurtre et le viol de 147 enfants dans 11 départements différents de la Colombie, mais il y en aurait au moins 300. Sa période criminelle s'étend du 4 octobre 1992 au 22 avril 1999, et si on regarde le nombre de crimes par rapport au nombre d'années d'activité, c'est juste énorme. C'est-à-dire qu'en 7 ans et demi d'activité criminelle, il a tué minimum 19,6 enfants par année. Donc on va dire 20 enfants par année. Ça, c'est si il a tué que 147 enfants. Mais comme on le soupçonne d'en avoir tué 300, ça ramène ce chiffre à 40. Ouais, 40 enfants par an. C'est juste trop. Le juge le condamne à 1853 années de prison à vie et 9 jours. Ouais, le 9 jours est vraiment très important.
En août 2003, la haute cour de Bogota descend sa peine à 22 années de prison puisqu'il a avoué le meurtre de 28 personnes, 23 enfants et 5 adultes. Ce qui est assez révoltant puisqu'avec les remises de peine pour bonne conduite, il aurait pu être libéré en 2021, c'est-à-dire l'année dernière. Bon, la Colombie avait tout prévu puisque pour qu'il ne retrouve pas sa liberté, elle avait prévu de l'extrader vers l'Équateur. En effet, il aurait commis également des crimes en Équateur, mais aussi au Venezuela. Finalement, l'article 199, paragraphe 7 de la loi sur les enfants et les adolescents élimine la possibilité pour Garavito d'avoir droit à une remise de peine. Eh bien, encore heureux! En 2009, lorsqu'il est dans la prison de Valledupar, Garavito essaye de se suicider en frappant sa tête contre les barreaux de sa cellule. Et puisqu'il représente un danger pour lui-même et pour les autres détenus, il est transféré dans une autre prison. Le 11 juin 2006, dans une interview accordée à Guillermo Prieto La Rota, Garavito nie avoir violé ses victimes. Il affirme avoir commis ses crimes par ordre du diable, puis s'être réhabilité en devenant membre de l'Église unie pentecôtiste de Colombie. Et chose assez rigolote, si je peux dire ça comme ça, il a mis en avant les efforts qu'il a fournis pour être libéré le plus rapidement possible, et il a aussi dit aspirer un jour à siéger, attention, au Congrès de la République pour aider les enfants maltraités. Ouais. Pendant d'autres interviews, Garavito a avoué tuer plus d'une centaine d'enfants et il explique même la façon dont il procédait. Je vais à l'hôtel à 9 h du soir. Je commence à sentir cette force étrange qui me domine. Je sors le couteau. Je récupère des cabochons. Je prends de l'alcool et je me prépare à parcourir les différentes rues qui entourent la place. Il y avait un garçon nommé Julian Pinto à proximité. Il étudiait à Sena où il vendait des assainisseurs d'air l'année dernière. Je lui parle, je le convainc de m'accompagner. Je l'emmène au canyon, je lui noue les mains, je le caresse et ensuite je le viole. Julian Pinto crie. Je le caresse, il continue de crier et ensuite je le tue. Je me souviens tellement de cet enfant. À cet endroit, il y a une croix. Je retourne en ville et à un moment, je sens une voix qui me dit « Tu es misérable, tu ne vaux rien ». J'y retourne et je regarde ce que j'ai fait. Je me suis agenouillée, je me suis repentie et j'ai enterré le couteau avec lequel je l'ai tué. J'ai pratiqué les rites sataniques avec les enfants que j'ai tués. Je l'ai fait à ma façon, mais je ne veux pas expliquer comment je l'ai fait. J'ai fait un pacte avec le diable. Selon une étude réalisée par des étudiants d'une université dont je vous mettrai le nom, Garavito serait atteint d'un TPA, un trouble de la personnalité antisociale. Jusqu'à présent, Garavito n'a montré aucun remords concernant ses meurtres. Voilà, c'est la fin de cette histoire concernant un des tueurs en série les plus prolifiques du monde. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous la connaissiez. Dites-moi ce que vous voulez, je lis tout et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.